Dans ce nouveau vidéo, nous parlerons du variant Omicron de la COVID-19. Donc, qu'est-ce que c'est que ce variant exactement? Qu'est-ce que ça apporte de nouveau au niveau épidémiologique? Pourquoi est-ce que ce variant cause généralement moins de complications sérieuses que les variants précédents? Pourquoi infecte-t-il efficacement les personnes qui ont été vaccinées ou qui ont été infectées par d'autres variants? Et finalement, qu'est-ce que ce variant représente pour le futur de la pandémie? Alors, commençons. Donc, premièrement, au jour où j'enregistre ce vidéo, c'est-à-dire début février 2022, voici la situation épidémiologique. On a énormément de nouveaux cas. En fait, on a plus de 100 000 cas par semaine présentement au Canada. Même si, en fait, même au Québec, même si ces chiffres ont tendance à diminuer un petit peu. Il faut dire que ces chiffres représentent en réalité une sous-estimation. Là, tout le monde s'accorde à dire ça. Et de toute façon, la fin du dépistage systématique rend vraiment difficile l'objectif d'avoir des chiffres précis sur cette pandémie. Mais le message principal, c'est qu'on a énormément de cas comparé aux vagues précédentes. Donc ici, on voit les différentes vagues de la pandémie au Canada et au Québec à partir d'ici de début 2020, où on était dans le fond dans la première vague de cette pandémie. Si on regarde le nombre de décès, là on a une image qui est totalement différente, puisqu'en réalité c'est dans la première vague qu'il y a eu le plus de décès au Québec. On avait plusieurs centaines de décès par semaine. Au fur et à mesure des vagues qui ont suivi, c'est allé en diminuant. Et puis, dans la vague actuelle, oui, on a des décès, on a quelques centaines de décès par semaine, mais c'est relativement faible comparé au nombre de cas qu'on a à chaque jour. Et donc, ça, c'est le nouveau visage de la pandémie. Si on compare la première vague et puis la vague Omicron actuelle, dans la première vague, on avait jusqu'à environ 6000 cas par semaine confirmés, avec jusqu'à 800 décès par semaine. Alors que dans la vague actuelle, on a eu jusqu'à plus de 100 000 cas par semaine, puis en réalité, ça pourrait même être plusieurs centaines de milliers de cas par semaine, on ne le sait pas avec précision. Et on a 400 décès par semaine, ce qui est beaucoup, mais ce qui est très peu comparé au nombre total de cas, surtout si on fait la comparaison avec la première vague. Alors, ce variant Omicron qui cause la grosse vague dans laquelle on se trouve présentement, il a émergé en décembre 2021. Il est originaire du sud de l'Afrique, comme on le sait, et son ascension a été extrêmement rapide. Ici, on voit l'historique des différentes vagues de la COVID-19 au Canada. À l'origine, on avait la souche ancestrale de virus suivi du variant alpha qui était le variant qu'on appelait le variant anglais. Plus récemment, c'est-à-dire à partir de l'été 2021, le gros des infections était causé par le variant Delta qui venait d'Inde. Et puis à partir de décembre donc 2021, mais on le voit beaucoup mieux ici, le variant Omicron a vraiment très rapidement pris le dessus pour devenir le variant majoritaire au Canada et puis dans le monde. Alors quand on regarde de plus près ce variant Omicron, on constate qu'il porte de nombreuses mutations dans sa protéine S.
Voici l'analyse qui a été faite d'un isolat de variant de Omicron. Vous comprenez que Omicron, c'est pas... il n'y a pas un seul virus unique. Là, on a déjà trouvé plusieurs virus que collectivement on appelle Omicron, mais qui ont des petites différences entre eux. Cet isolat particulier portait 32 mutations dans la protéine S, et c'est le nombre de mutations qui est souvent trouvé, mais parfois il est un petit peu supérieur chez d'autres isolats. Ce qui est frappant, c'est que plusieurs de ces mutations qu'on trouve dans S étaient des mutations qu'on connaissait déjà pour les avoir trouvées chez d'autres variants. Donc, exemple ici, vous avez cette mutation en position 69-70 de S qui était présente dans le variant alpha, cette autre mutation qui était présente dans le variant delta, encore une autre qui était présente dans le variant mu, etc. Évidemment, il y a certaines mutations comme D614G qui sont présentes chez de multiples variants. Donc, le variant Omicron constitue vraiment une étape d'évolution forte du virus avec l'acquisition de multiples mutations. Et de façon remarquable, beaucoup de ces mutations sont concentrées sur le domaine qui est responsable de l'interaction avec le récepteur du virus. Donc il y a le RBD qui est le domaine d'interaction avec le récepteur, et puis au sein du RBD il y a le RBM qui est vraiment le motif qui est directement en contact avec le récepteur, et vous voyez qu'il y a beaucoup de mutations dans ce motif, donc comparé aux premières souches qui ont infecté les humains en 2019-2020. Et la raison pour laquelle c'est si important, c'est que lorsque les anticorps neutralisants, qui sont ceux qui vont empêcher le virus de rentrer dans les cellules, vont se fixer à cette même région. Et donc, lorsqu'il y a trop de mutations comparées aux souches précédentes qui ont conduit à une immunité, et puis comparé aux souches qui ont servi également à produire les vaccins, eh bien le risque c'est que cette nouvelle souche Omicron ne va pas être neutralisée par les anticorps qui se trouvent donc chez les personnes vaccinées et puis chez les personnes précédemment infectées. Et c'est exactement ce qui a été observé. Alors ici je vais montrer quelques résultats qui proviennent d'un article publié au début 2022 dans Nature, et cet article a utilisé du sérum provenant de patients qui avaient eu la COVID-19 dans le passé, ou bien de personnes qui avaient été vaccinées. Donc premièrement, on parle du sérum ici de convalescence, c'est-à-dire des personnes qui ont été infectées. La plupart, ça devait être en 2021. Le sérum a été prélevé 6 mois plus tard. Donc, c'est compte tenu du moment où l'étude a été faite, je m'attendrai à ce que la plupart de ces personnes ont été en fait infectées par le variant anglais de la COVID-19. Donc, on examine la capacité du sérum prélevé chez ces patients à neutraliser le virus de la COVID-19 dans un test cellulaire, et puis on regarde plus précisément leur capacité à neutraliser 3 variants différents. Premièrement, le variant D614G qui était dominant début 2020, le variant Delta qui était dominant dans la deuxième moitié de 2021, et puis le variant Omicron évidemment. Et ce qu'on constate, c'est que chez ces patients, on a encore un niveau de neutralisation notable des variants D614G et puis Delta, mais beaucoup moins d'activité de neutralisation du variant Omicron. Et donc, le variant Omicron échappe à la neutralisation par les anticorps
présents dans le sérum de personnes précédemment infectées. Et si on fait une expérience où on va regarder la capacité d'anticorps individuels à neutraliser ce virus, on va trouver une situation, un effet encore plus dramatique. Donc ici, ce qui va être utilisé dans cette expérience, ce sont des anticorps qui sont des anticorps commerciaux, donc des anticorps monoclonaux qui ont été produits pour traiter les patients COVID-19. Plusieurs compagnies ont produit de tels anticorps. Donc ici, je vous montre simplement les résultats obtenus avec les anticorps d'une seule de ces compagnies, qui est la compagnie Regeneron. Donc cette compagnie avait plusieurs anticorps, mais elle a commercialisé essentiellement un mélange de deux anticorps, donc casirivimab et puis imdevimab. Un certain nombre de personnes ont été traitées avec ces anticorps, avec succès, mais lorsqu'on regarde la capacité de ces anticorps à neutraliser des variants. Ici, je m'excuse, la légende est manquante, mais on voit qu'il y a une bonne neutralisation de ce variant ici qui est, je pense bien, le variant Delta, mais très peu d'activité et en réalité pas du tout d'activité de neutralisation du variant Omicron. Donc ce médicament, qui est un mélange de deux anticorps monoclonaux, serait en réalité totalement inefficace pour le traitement de patients. Une autre particularité du variant Omicron, c'est que on s'est assez vite aperçu qu'il était moins pathogénique que les variants précédents. Quand on dit moins pathogénique, on dit également moins virulent. Okay? En gros, ça veut dire qu'il cause moins de maladies, moins de complications sérieuses. Et on a assez vite réalisé que la raison principale pour cette plus faible pathogénicité, c'est qu'il y avait une plus faible infection au niveau des poumons. Donc ici, je vais vous montrer quelques résultats extraits d'un article également publié récemment dans Nature. Et cet article se base sur un modèle animal qui est l'utilisation de hamsters qui peuvent être infectés par le virus de la COVID-19. Alors, une des expériences qui a été faite, c'est donc d'infecter un certain nombre de hamsters et puis d'examiner l'impact de l'infection sur le poids corporel de ces hamsters. Donc typiquement, lorsqu'on affecte des rongeurs avec ce virus, et puis avec d'autres virus d'ailleurs, il y a une perte d'appétit, un état maladif qui fait en sorte qu'il y a une perte de poids. Alors voici par exemple des hamsters infectés avec le variant B11 qui est le variant qu'on appelait le variant anglais. Sauf erreur de ma part, du virus. Et vous voyez qu'il y a une perte de poids qui est de plus de 10%. C'est ce qui est quand même assez spectaculaire. Le variant Delta causait exactement le même effet. Par contraste, lorsqu'on affecte un autre groupe de hamsters avec le variant Omicron, le poids corporel est inchangé. Okay? La deuxième expérience qui a été faite, c'est d'analyser la capacité respiratoire chez ces hamsters. Donc il y a un test qui existe pour ça, qui en fait se base sur l'analyse de la vitesse des inspirations et expirations. Et les données qui sortent de ce test s'appellent des RPEF. Alors on n'a pas besoin d'entrer dans le détail de ces méthodes, juste à comprendre que dans le fond, les valeurs qui sont obtenues sont proportionnelles à la capacité respiratoire des hamsters. Et lorsqu'on affecte ces hamsters avec le variant Delta ou bien un variant donc plus ancestral B11, on voit assez vite une perte de
capacité respiratoire assez forte, avec un minimum qui est atteint à peu près au jour 5, qui correspond à peu près d'ailleurs au jour où on a le plus de perte de poids. Et puis, lorsque les animaux guérissent de leur maladie, évidemment simplement par leur propre réponse immunitaire, eh bien, ils retrouvent une capacité respiratoire normale, donc au bout d'une dizaine de jours, tout comme d'ailleurs ils retrouvaient un poids normal au bout de 10 jours à 2 semaines. Lorsque un autre groupe de hamsters a été infecté par le variant Omicron, il n'y a pas du tout de perte de capacité respiratoire chez cet animal. Et lorsqu'on affecte des hamsters et qu'on sacrifie ces animaux quelques jours après l'infection et qu'on examine leurs poumons, on voit un phénomène qui explique en réalité ce qu'on observait. Donc, commençons par montrer à quoi ressemble un poumon normal chez le hamster, ce qui ressemblerait un petit peu au genre de choses qu'on verrait chez un poumon humain. On voit des conduits qui sont assez larges, qui sont les bronchioles, et on voit de multiples alvéoles qui sont là où les échanges gazeux se produisent. Donc j'ai ajouté ici un tout petit schéma montrant un poumon. Donc on voit les bronchioles ici qui arrivent dans des zones alvéolaires. Okay? Donc on se trouve dans un endroit comme celui-ci avec ces coupes. Lorsque les hamsters sont infectés par la souche ancestrale ou la souche delta du virus, eh bien, au bout de quelques jours, on constate que les bronchioles et les alvéoles ont beaucoup diminué en termes d'espace occupé dans les poumons. Et à la place, ce qu'on voit, c'est un gros épaississement des tissus qui entourent ces alvéoles et qui entourent ces bronchioles. Et la raison à ça, c'est une grosse inflammation qui se produit au niveau des poumons, avec un envahissement important par des cellules du système immunitaire, et puis également un envahissement par des fluides. Et on retrouve évidemment la même chose chez les humains qui souffrent de complications sévères de la COVID-19. Par contraste, lorsque ces animaux étaient infectés par Omicron, il y avait un certain effet d'inflammation. On le voit en particulier sur cette image ici, mais beaucoup moins comparé aux deux autres variants. Donc, en conclusion, on voit que le variant Omicron, c'est vraiment un tout autre animal comparé aux variants précédents. On est vraiment on pourrait dire presque dans une nouvelle pandémie, avec un variant qui se propage beaucoup plus rapidement que n'importe lequel des variants précédents. Et en réalité, on estime que plus de la moitié de la population en Europe et en Amérique du Nord, et puis évidemment dans bien d'autres régions du monde également, seront infectés par ce variant ou par des variants proches de ce variant. Clairement, ce variant est moins pathogénique, et on voit que c'est parce qu'il infecte moins efficacement les poumons. Il a tendance à se concentrer sur ce qu'on appelle les voies respiratoires supérieures, donc plutôt le pharynx et le nez, plutôt que les poumons. Donc c'est un variant qui a gagné en capacité à se transmettre d'une personne à une autre, mais qui a moins d'affinité pour les poumons, ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour l'humanité, même si trop de gens, évidemment, souffrent encore de complications et même sont décédés à cause de ce variant. C'est un variant qui infecte efficacement les personnes ayant déjà été infectées par d'autres variants,
en grosse partie parce qu'il échappe aux anticorps neutralisants. Cela dit, les personnes qui ont déjà été infectées dans le passé, généralement, vont avoir un certain niveau de protection contre les effets secondaires, les complications sérieuses causées par le variant Omicron. De même, le variant affecte également efficacement les personnes vaccinées, mais là encore, les personnes vaccinées ont moins de chances de développer des complications sérieuses. Donc, comme je l'ai dit, une bonne partie de la population sera infectée par ce variant ou bien par des variants proches. Donc, quel impact est-ce que ça va avoir sur le futur de la pandémie? Très probablement, en réalité, cette vague Omicron, ça représente une étape majeure en direction de l'endémicité, c'est-à-dire un état dans lequel le virus sera constamment présent, affectant un certain nombre de personnes à chaque année, mais d'une façon qui sera tout à fait gérable par le système de santé. Le niveau d'immunité collective contre le virus de la COVID, là, d'une façon générale, il va certainement être très différent après la vague Omicron que ce qu'il était avant la vague Omicron. Donc le virus de la COVID-19 va maintenant avoir bien davantage de difficultés à muter pour en arriver à un autre variant qui causerait une vague aussi grosse que la vague Omicron qu'on est en train de vivre. Donc, la possibilité n'est pas à exclure qu'il s'agisse de la dernière grosse vague de cette pandémie, même si c'est absolument certain qu'il y aura d'autres variants qui vont émerger. Donc évidemment, personne n'a de boule de cristal, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais il y a certaines raisons d'être optimiste par rapport au futur de la pandémie. Merci.